Bonjour, merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de l'invité du Pharma Group. La problématique de l'élargissement de la pratique pharmaceutique, le développement de la pharmacie dans notre pays, s'est posée depuis 2008 avec Miloud Kadar qui évoquait la nécessité qui avait un travail intéressant et qui évoquait le fait que la pharmacie algérienne se trouvait à un carrefour et qu'il y avait des choix importants à opérer. Ou continuer avec les mêmes réflexes et donc avoir des situations qui risquent d'être désastreuses pour la pharmacie, ou songer à développer la pratique pharmaceutique. C'est à cet effet que par la suite, des débats ont été mis en place, un plaidoyer avait été mis en place au sein du Pharma Group en l'occurrence, sur l'élargissement de la pratique pharmaceutique se basant sur le document de l'OMS et de la FIP, le document de 2006, lequel se basait sur une des nombreuses études qui avaient été réalisées, à savoir la plus-value du pharmacien pour générer des économies d'échelle. Avec nous, pour en parler, nous avons la chance de recevoir Bertrand Bolduc, un président de l'Ordre du Québec, qui ont un passé assez intéressant, qui peut nous amener des informations très intéressantes. Bertrand Bolduc, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, plaisir. Alors Bertrand Bolduc, vous êtes pharmacien, propriétaire, installé au Québec depuis. Vous avez été pharmacien en 90. Vous avez fait un passage d'une vingtaine d'années dans l'industrie pharmaceutique. Bien sûr, vous avez été évidemment membre du Conseil de l'Ordre. Vous avez, dans ce passage dans l'industrie pharmaceutique, vous avez fait du développement pharmaceutique. C'est une approche intéressante sur les médicaments à libération contrôlée. Vous avez également été membre du club de marketing, administrateur également, je pense, au sein du Conseil de l'Ordre en 2009. Et depuis 2014, vous êtes président du Conseil de l'Ordre du Québec. Vous avez un parcours assez riche parce que vous avez été primé par vos pairs, qui vous ont reconnu le statut de leader de l'industrie. Et en 2002, vous avez été nommé par le magazine, par un magazine, Pharmacien et Corps d'Action, et un autre magazine, quelques temps plus tard, L'actualité pharmaceutique. Vous avez été nommé en 2004 pharmacien de mérite. C'est tout à votre honneur et le plaisir est pour nous de vous recevoir. Donc, vous enseignez, vous êtes titulaire d'un MBA et vous enseignez donc au programme de MBA, et vous enseignez également dans la faculté de pharmacie de Laval, je pense, si je ne me trompe pas, c'est bien Laval, le développement pharmaceutique. Et dans votre activité, vous êtes propriétaire d'une pharmacie Gentes et Bolduc, où vous faites essentiellement du préparatoire. Donc, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation pour discuter du développement de la pratique pharmaceutique. Alors tout de suite, on aborde la première question. L'Ordre du Québec a choisi la voie du développement professionnel. Il s'est penché assez tôt sur l'évolution des pratiques pharmaceutiques. Quel fut le contexte de la pharmacie à cette époque québécoise avant 2015 et les éléments qui ont motivé l'élaboration de la loi 41 et quels ont été les constats avant la parution de la loi? Alors, tout d'abord, j'adresse mes plus sincères salutations à tous les collègues algériens qui sont à l'écoute aujourd'hui. Ça me fait très plaisir de discuter avec vous et j'espère même un jour aller vous visiter en personne. Ça me ferait très grand plaisir. Alors, il faut comprendre qu'au Québec, nous avons été influencés évidemment par les tendances américaines dès la fin des années 70-80 et par tout le concept des soins pharmaceutiques. Et déjà,
dans les années 80, nous avons développé des activités cognitives, notamment, nous avons été les premiers au Canada à développer ce qu'on appelle l'opinion pharmaceutique. Donc, le pharmacien, de son propre chef, peut initier une opinion sur le profil d'un patient, sur des problèmes d'interaction, d'allergie, d'adhésion au traitement, l'identification de problèmes de médicaments qui sont non nécessaires, qui peuvent poser des soucis aux patients et communiquer avec le prescripteur pour ajuster, corriger ces choses-là. Et cette opinion pharmaceutique fait l'objet d'une rémunération tant principalement par les assureurs publics, donc par le gouvernement qui rembourse les médicaments en partie. Par la suite, s'est rajouté à ça un autre acte qui est pas compliqué, mais qui est quand même significatif, c'est celui du refus. Il faut comprendre que chez nous, l'ordonnance d'un médicament de la part d'un médecin, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un ordre, c'est plutôt une autorisation de servir le médicament au patient. Et le pharmacien est évidemment responsable de s'assurer de la pertinence de cette prescription, tant au niveau de la sécurité du produit et de son efficacité, et évidemment de son suivi. Alors, il faut savoir qu'au Québec, les assurances publiques remboursent le pharmacien le même honoraire que le produit soit refusé ou délivré. Alors, le pharmacien se retrouve complètement indépendant dans son évaluation de la thérapie du patient. Et ça, c'est quand même assez important, puisque ça rend le pharmacien totalement objectif face à la prescription qu'il reçoit du patient. Maintenant, est-ce que c'était suffisant? La réponse est non. Et comme partout ailleurs sur la planète, les tendances industrielles pharmaceutiques nous affectent. La baisse des prix des médicaments génériques sur laquelle les pharmaciens recevaient évidemment un pourcentage de ce que nous appelons ici les allocations professionnelles, hein, parce qu'il faut noter que lorsque le pharmacien achète des génériques, il reçoit un pourcentage de ses achats, mais ces montants doivent obligatoirement être réinvestis dans son officine au service des patients et pour, évidemment, assurer la présence du personnel compétent pour donner les services. Donc, oui, il y a une dépendance ou un lien très fort encore ici quand même avec le produit. Maintenant, comment peut-on se libérer de ça? Toujours en conservant quand même le contrôle total de la distribution de médicaments parce que, par sa nature, le médicament est dangereux. Par sa nature, ce médicament-là peut causer des problèmes et, si mal utilisé, peut nuire même plus qu'aux patients, il peut nuire à toute la communauté puisqu'on peut développer une peur de servir ce médicament-là à l'avenir. Donc, il faut absolument aller au-delà de ça. Et dès le début, fin des années 90-2000, on commençait à penser à des concepts. Ceci étant dit, il faut bien l'avouer, nos collègues ailleurs au Canada, notamment dans la province de l'Alberta, avaient fait de très grands progrès avant nous. Et en Alberta, encore aujourd'hui, c'est la province canadienne qui a le plus de services couverts, notamment la prescription de certains médicaments dans certaines conditions où leur rôle est encore plus large que le nôtre. Et ils peuvent vacciner également les patients, ce qui n'est toujours pas possible au Québec, mais sur lequel nous travaillons actuellement. Alors, quelles sont ces activités que nous avons réussi à mettre en place depuis 2015, ce que nous appelons la loi 41, mais qu'on pourrait plutôt appeler les nouvelles activités du pharmacien? Alors, elles sont au nombre de 7. Et on va commencer probablement par les plus intéressantes et les plus importantes pour le patient. Le contexte, il faut rajouter aussi qu'au Québec, l'accès à un médecin de famille demeure difficile. Alors, pour le patient qui a une maladie chronique, qui est diabétique, qui est cardiaque, évidemment, ces gens-là sont pris en charge par les médecins et en général, ça se passe très bien. Mais pour les nouveaux patients, les gens plus jeunes, les gens qui n'ont habituellement pas de conditions chroniques, l'accès à un médecin de famille rapidement et de façon ponctuelle est très difficile. Et le système ordinal au Québec est extrêmement développé, alors qu'en France, on n'a que l'ordre des infirmiers, l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens et quelques autres. Ici, nous avons 46 ordres professionnels, incluant 26 dans le domaine de la santé.
Alors que ce soit les sages-femmes, les inhalothérapeutes, les techniciens biologistes, etc., nous avons de très nombreux ordres et chacun veut développer la pratique de ses membres, ce qui est parfaitement compréhensible. Alors, chez nous, nous avons entamé des discussions avec le Collège des médecins à la fin des années 2000, début 2010, pour élargir le rôle du pharmacien, non pas pour se substituer aux médecins, non pas pour se substituer aux infirmières, mais plutôt compléter l'offre de services, utiliser les compétences des pharmaciens et, lorsqu'il est nécessaire, pallier à certains soucis que les patients peuvent avoir. Première activité qui semble simple, c'est l'activité de prolonger l'ordonnance. Oui. Alors, comme je vous disais, si vous avez un problème d'accès au médecin, c'est plutôt difficile d'avoir un renouvellement de votre ordonnance ou une nouvelle ordonnance pour les médicaments. Le pharmacien peut, dans certaines conditions, le patient n'a pas de médecin, le médecin est décédé, parti en vacances, déménagé, manqué son rendez-vous, pas de problème de prise de rendez-vous, peut prendre le relais en prolongeant l'ordonnance. Ceci étant dit, lorsque le pharmacien prolonge l'ordonnance, il devient le prescripteur et devient responsable du suivi thérapeutique du patient. Alors, ce n'est pas seulement de dire « je vous en donne pour 1 mois, 2 mois, 3 mois ». De plus, c'est « je deviens responsable de votre état et du suivi continu de votre état ». Et ça, c'est extrêmement important. Et le pharmacien est rémunéré pour cette activité de prolongation. Et il faut le noter, ce qui est rémunéré, ce n'est pas la represcription des médicaments, c'est l'évaluation du patient à des fins de represcription. Alors, c'est la consultation qui est rémunérée et non pas l'acte de prescrire ou non, puisque, dans certains cas, cette évaluation mènera à la non-prolongation et sera quand même rémunérée. Alors, c'est extrêmement important. Le pharmacien peut prolonger jusqu'à 12 mois les médicaments du patient. Quelques exceptions, malheureusement, notamment les opioïdes et les médicaments des classes de médicaments contrôlés comme les benzodiazépines, les barbituriques, etc. Donc, quand même, le pharmacien peut faire beaucoup pour le patient qui se retrouve en difficulté de suivi médical. Et ça, les pharmaciens, dans les 3 dernières années, ça fera bientôt 3 ans, le 20 juin, que ça fera 3 ans que c'est en place, des millions de prolongations ont été effectuées. Alors, il faut bien le comprendre. Ça, c'est la première activité. La deuxième activité, qui est extrêmement importante et sous-jacente à la première, c'est l'ajustement du médicament. Alors, évidemment, lorsque le pharmacien évalue la condition du patient, est-ce que vous allez bien, est-ce que vous avez des effets secondaires, dans le cas d'un antihypertenseur, il peut prendre la tension artérielle et dire, bon, ben écoutez, la dose est peut-être trop élevée, il faut peut-être réduire. Le pharmacien peut lui-même le faire et est rémunéré pour certaines classes de médicaments seulement, certaines conditions, pas toutes les conditions. Et celles-ci sont quand même des conditions assez fréquentes. On parle de diabète de type 1 ou de type 2, d'hypertension, hypercholestérolémie. On parle aussi également d'hypothyroïdie. Donc, on parle de conditions où le patient nécessite un suivi. Donc, l'ajustement nécessite néanmoins l'obtention des cibles thérapeutiques de la part du prescripteur. Et là, c'est un peu un obstacle à ces ajustements, puisqu'il faut développer une relation de confiance avec le médecin traitant et lui dire, écoutez, vous avez des soucis à donner des rendez-vous à vos patients, vous manquez de temps, et dans certains cas, comme l'hypertension, le cholestérol, le diabète, moi, je peux très certainement vous donner un petit coup de main à ajuster le patient s'il y a des soucis entre les rendez-vous, que ce soit les rendez-vous 3 mois, 6 mois, 1 an, etc. Et si vous me confiez l'objectif thérapeutique qui est le vôtre, je m'emploierai à y travailler et à l'atteindre. Et s'il y a des problèmes, évidemment, je vous référerai le patient. Et de plus en plus, les pharmaciens prennent l'initiative de demander les cibles et nous les encourageons évidemment fortement, mais il y a encore pas mal de boulot à les faire. Troisième activité, qui, encore là, est en lien avec la première et la seconde, c'est la prescription d'analyse de laboratoire. Parce que, comme le pharmacien le sait, le suivi
de l'efficacité et surtout de la sécurité des médicaments nécessite souvent l'obtention de résultats de labo, que ce soit au niveau de la formule sanguine, des électrolytes, etc., qui font en sorte que le pharmacien pourra juger de la pertinence de prolonger le traitement ou non. Et donc maintenant, les pharmaciens peuvent de façon autonome prescrire une gamme d'analyses qui est restrictive parce que le but, c'est le suivi de la pharmacothérapie et non pas le diagnostic. Nous ne sommes pas là pour remplacer les médecins, nous sommes là pour surveiller la thérapie et l'ajuster. Alors, ça se fait de façon évidemment très facile maintenant et les pharmaciens ont accès aux résultats sur un outil informatique qu'on appelle le dossier Santé Québec qui est partagé avec nos collègues médecins. Et si le médecin a commandé des analyses, on prend les siennes. Si nous, on les a commandées, il en a besoin, il prend les nôtres. Il n'y a pas de souci de partage d'informations à ce niveau-là. Donc ça, c'est les trois principales activités qui sont faites. La quatrième, qui est une activité plutôt d'utilité de santé publique et de coordination dans les médicaments, c'est la substitution thérapeutique dans le cadre d'une rupture de stock. Alors, les gens en Algérie pourront peut-être croire que le Canada, c'est un pays très développé, très riche et qu'il n'y a pas de souci de rupture de stock. Eh bien non. Les ruptures de stock nous affectent comme partout ailleurs sur la planète. Il faut savoir que le Canada demeure pour l'industrie pharmaceutique un marché mineur, avec seulement 2% de la valeur globale des médicaments. Alors, évidemment, il arrive de façon extrêmement fréquente que nous manquions de molécules en particulier. Et le pharmacien, dans ces situations-là, peut substituer un produit d'une classe pour un autre produit de la même classe à un dosage équivalent. Alors, je vous donne un exemple. On a un problème de rupture d'olmesartan. Ben, le pharmacien pourra substituer pour un autre antihypertenseur de la même classe, un dosage équivalent, informer le médecin qu'il y a eu un changement temporaire, le temps qu'on récupère du produit. Et voilà, on a évité aux patients de graves soucis. On a évité d'essayer de trouver du produit un peu partout, etc. Donc, c'est quelque chose que les gens utilisent. Malheureusement, il n'y a pas de rémunération pour celle-ci, mais quand même, les pharmaciens sont plutôt ouverts puisque ça les aide dans leur travail quotidien. Okay. Cinquième activité, et là, on entre vraiment dans le cœur du développement de la profession, c'est la prescription de médicaments pour des conditions mineures. Et j'aime pas le terme conditions mineures, on devrait plutôt utiliser le terme conditions fréquentes. Oui. Alors, les patients viennent souvent à la pharmacie, ont des petits bobos, ont des petits problèmes de santé qui sont qui sont pas très graves, mais quand même qui nécessitent une intervention pharmacologique. On a des médicaments en vente libre que nous pouvons prescrire, utiliser. Nous en avons également plusieurs qui demeurent sous prescription ou le médicament de vente libre, lorsque prescrit, devient remboursé. Malheureusement, le médecin n'est pas là. Et lorsque le pharmacien prescrit ce médicament, le patient bénéficie d'un remboursement, du moins partiel, du produit. Et là, encore une fois, c'est l'évaluation du patient qui est rémunérée et non pas la prescription du produit. Alors, je vous donne des exemples très simples qui arrivent fréquemment. Une mère de famille arrive à la pharmacie avec un enfant ou deux, problème de pouls de tête à l'école, nécessite évidemment un produit pour se débarrasser des poux. Ce produit-là est en vente libre, mais lorsque le pharmacien évalue la situation et prescrit le médicament, le produit devient remboursé. Évidemment, il doit faire le suivi, tout ça, mais c'est une situation. Une autre situation quand même beaucoup plus poussée, c'est celle de l'infection urinaire récurrente, non compliquée. Alors, une patiente qui a eu une infection urinaire au cours des derniers 12 mois, qui a été traitée par le médecin et qui, avec succès, se représente à la pharmacie quelques mois plus tard, dit « J'ai exactement les mêmes symptômes. C'est vendredi soir, c'est samedi matin, mon médecin n'est pas disponible, ça fait mal, j'ai déjà eu ce traitement, ça avait fonctionné, pouvez-vous me le represcrire? » Et suite à l'évaluation, encore une fois, le pharmacien peut agir, peut aider la patiente, sauver des coûts, des visites médicales inutiles, et surtout des visites à l'urgence de l'hôpital qui sont nullement nécessaires. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les conditions mineures, prescription pour conditions mineures. Nous avons aussi une série de produits
de médicaments que le pharmacien peut prescrire pour ce qu'on appelle les situations sans diagnostic. Quelques exemples. Une patiente se présente à la pharmacie, vient de compléter son test de grossesse, très bonne nouvelle, elle est enceinte. Évidemment, on pense aux vitamines prénatales dès que possible, notamment pour l'acide folique pour éviter les malformations, mais aussi potentiellement le médicament utilisé pour les nausées lors du premier trimestre, qui est disponible seulement sur prescription au Canada. Le problème des patientes nouvellement enceintes, c'est qu'ils ne verront pas le médecin, le gynécologue, l'obstétricien avant 14 ou 15 semaines de grossesse, alors que ces nausées seront disparues. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Le pharmacien évalue, s'assure qu'il n'y a pas de souci et prescrit le médicament pour les nausées grossesse. Une autre situation très fréquente, le mal aigu des montagnes. Moi-même, je suis allé récemment dans les Rocheuses aux États-Unis faire du ski à 3250 mètres. On a besoin de prendre l'acétazolamide pour prévenir le mal aigu des montagnes. Le pharmacien peut prescrire ce médicament-là. Il devient remboursé par les assurances également. Donc ça, c'est quelques exemples des situations où le pharmacien va au-delà de la dispensation, bien au-delà. Il est en amont, il évalue le patient et dans ces situations-là, peut agir de façon proactive et évidemment dispense le produit par la suite. On s'entend totalement. Mais le patient pourrait toujours prendre la prescription du pharmacien et aller dans une autre pharmacie. Et il arrive parfois même que les pharmaciens qui prescrivent ces traitements-là ne soient pas en pharmacie, soit par exemple des pharmaciens qui sont actifs dans des groupes de médecine familiale, et c'est le collègue en officine qui dispensera l'ordonnance faite par un autre pharmacien. Donc c'est pas habituel, mais ça peut se produire dans certaines situations. Dernière activité, la 7e, c'est la démonstration de l'injection de produits chez le patient. Donc, on peut injecter des médicaments chez les patients pour en faire la démonstration. Encore là, cette activité-là n'est pas rémunérée pour l'instant. Oui. Ceci étant dit, très récemment, un précédent a été créé. J'espère que vous n'avez pas le même problème en Algérie, mais au Canada, nous vivons présentement ce que nous appelons la crise des opioïdes. Oui. Et des gens décèdent parce qu'ils ont consommé des drogues de rue qui ont été mélangées avec du fentanyl illicite et qui créent évidemment des dépressions respiratoires très aiguës. Et le gouvernement a mis en place un programme de distribution gratuite de la naloxone, qui est l'antidote qui sert à ces situations. Les pharmaciens peuvent servir la naloxone à toute personne qui en fait la demande, qu'elle soit un patient sous opioïdes, un membre de la famille, un ami, travailleur de rue, etc. Et doit en démontrer l'utilisation. Donc, on doit expliquer au patient comment préparer le médicament et l'injecter et quelles seront les réactions, évidemment, du patient suite à cette injection. Et pour cette consultation, cette démonstration, un honoraire de 18 $ est payé, qui est équivalent à celui d'une opinion pharmaceutique. Donc, de plus en plus, on utilise le talent, la compétence, la disponibilité des pharmaciens et on les rémunère, on leur donne une rémunération associée à ce jugement clinique qui est utilisé de plus en plus. Alors, ce sont des missions extrêmement importantes, extrêmement intéressantes, qui ont complètement chamboulé l'univers de la pharmacie classique. Hein, pour nous qui sommes ici en Algérie, voir toutes ces missions-là, il est certain qu'il y a un travail qui a été fait. Et ces missions répondent, je suppose, à un besoin. Quels ont été les éléments qui vous ont amené à cette réflexion? S'agit-il d'une réflexion qui est propre aux pharmaciens, conseil de l'ordre, aux représentants de leur profession, les syndicats, ou s'agit-il d'une réflexion des pouvoirs publics? Comment on est arrivé à conclure qu'il y avait un impératif de faire évoluer la profession? Un peu de tout ça. Ici, les médecins ont fini par comprendre que pour faire un meilleur boulot, pour rendre le système de santé plus efficace, il fallait quand même un peu partager avec les autres. Et ça se fait à tous les niveaux. Je vous donne un exemple. Par exemple, les ophtalmologistes, donc les médecins ophtalmologistes, doivent de plus en plus
performer des techniques invasives, des injections dans les yeux, etc., ce qui leur laisse beaucoup moins de temps pour suivre les patients avec le glaucome. Et ici, au Québec, maintenant, les optométristes, donc les gens qui souvent ne se limitaient qu'à la correction de la vue, mais maintenant peuvent suivre les patients avec le glaucome. Donc, parce qu'ils peuvent mesurer une pression oculaire, ils peuvent prescrire des médicaments, ils peuvent prescrire certains antibiotiques oculaires, ophtalmologiques. Donc, c'est des choses qui avancent. Et ceux-ci, devront éventuellement en laisser un petit peu pour les opticiens, qui, eux, vendent les lunettes, mais qui pourraient en faire un peu plus au niveau de la correction de la vue également. Donc, il y a une espèce il faut prendre les tâches les plus compliquées, les garder pour les gens qui ont le plus d'expertise et utiliser l'expertise de ceux qui sont autour pour en faire plus. Je vous donne un autre exemple. Les inhalothérapeutes au Québec pourront bientôt prescrire des timbres de nicotine pour les patients qui veulent arrêter de fumer. Alors, on a des gens qui sont des experts. Vous appelez les inhalothérapeutes. Les inhalothérapeutes. Tout à fait. Qui sont des... Tout à fait. Les techniciens. Oui. Les inhalothérapeutes, ce sont des gens qui travaillent le plus souvent en milieu hospitalier, mais il y en a aussi en clinique privée qui vont assister les pneumologues dans l'intubation, notamment en milieu hospitalier, mais qui sont des experts techniques, n'est-ce pas, de tout ce qui est au niveau pulmonaire et respiration. Et ceux-ci peuvent contribuer à la santé publique en convainquant les patients d'arrêter de fumer et en leur offrant un traitement qui vient avec ça, qui sera revisé par le pharmacien, évidemment. Là. Mais on voit une tendance forte à déléguer aux autres professionnels ce qu'ils peuvent faire et élargir l'offre de soins aux patients. Aujourd'hui, les patients, s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, chez le médecin ou le pharmacien, vous savez ce qu'ils vont faire, ils vont prendre leur téléphone et ils vont commander ce qu'ils veulent, où ils veulent, ils vont voir, ils vont consulter par Internet. Vous voyez, aujourd'hui, on fait l'entrevue par Skype. La distance n'a plus d'importance, c'est la compétence qui est importante. Et il faut aller vers ça. Il faut convaincre les médecins que nous ne menaçons pas leur rôle. Bien au contraire, nous voulons travailler avec eux. Il faut travailler avec eux, il faut les aider, les épauler, communiquer constamment et faire partie de l'équipe de traitement du patient. Et lorsque les médecins sont convaincus, ils essaient de travailler avec des pharmaciens, ils deviennent rapidement, je ne dirais pas dépendants, mais ils deviennent extrêmement heureux de travailler avec des gens qui sont compétents, qui comprennent le traitement du patient, qui, dans certains cas, peuvent leur éviter des erreurs fâcheuses. Donc, pour nous, oui, la santé publique veut faire plus avec moins de moyens. Les budgets sont bloqués partout, mais il faut aussi partager avec les gens, les former, les inciter à participer. Et nous, les pharmaciens, mais il faut travailler avec les autres aussi. Et nous, on travaille avec les infirmières ici, les inalos, les podiatres. On travaille également avec les physiothérapeutes, on travaille avec les psychologues, les travailleurs sociaux, qui sont tous des gens extrêmement importants pour la population. Et ensemble, on peut faire mieux, moins cher. C'est un véritable système de santé. Oui, et bon, c'est pas parfait, hein? Je vous conterai pas d'histoire. Et il reste toujours des choses à améliorer, mais je pense que depuis quelques années, on met en place des collaborations qui sont très fructueuses et on a même des prix et des galas pour souligner des projets interdisciplinaires qui mettent l'avant cette collaboration entre différents professionnels au bénéfice du patient toujours. On a un exemple intéressant ici au niveau d'un CHU, un centre anti-cancer, où l'oncologue était vraiment très satisfaite d'avoir avec elle une équipe de pharmaciens qui n'étaient pas cliniciens, mais une équipe de pharmaciens qui pouvaient l'accompagner dans ses choix, dans ses stratégies thérapeutiques. Maintenant, j'en viens toujours à ce qui vous a amené, parce que vous avez beaucoup avancé par rapport à ce qui se passe dans notre pays, ce qui amène la prise de décision pour l'évolution des pratiques. Il y a les données de santé, les données chiffrées de santé pour éclairer les prises de décision. Quelles ont été les données de santé sur lesquelles
se sont basés, donc l'ensemble de ces professionnels, des pouvoirs publics, pour amener à converger vers cette nécessité de faire évoluer la pratique pharmaceutique. Des données de santé donc, qui vous ont éclairé. Et quels ont été les résultats de ces données? Vous avez absolument raison. Pour convaincre les autorités de santé publique d'aller dans cette direction, il faut des données. Il faut prouver que non seulement la compétence est là, mais les résultats sont là et les économies sont là. Parce que sans économie, évidemment, c'est plus difficile à convaincre les gens. Alors, un des dossiers qui nous a permis de faire ça, c'est très certainement le dossier de ce qu'on appelle la contraception orale d'urgence. Donc, ce qu'on appelle ici aussi plus simplement la pilule du lendemain. Alors, les femmes qui auraient eu une relation non protégée ou un souci lors de cette relation-là peuvent, dès le lendemain, se présenter en pharmacie, avoir une consultation avec le pharmacien et obtenir le traitement nécessaire pour éviter la grossesse non désirée. Et depuis que les pharmaciens peuvent faire ces consultations et prescrire le contraceptif oral d'urgence, nous avons démontré, hors de tout doute, une grande diminution du nombre d'avortements. Alors évidemment, un avortement, c'est très grave, c'est très difficile pour les patientes, c'est moralement questionnable pour plusieurs. Donc, il faut prévenir ce genre de situation. Les pharmaciens ont contribué de façon indéniable à réduire les coûts associés, le nombre d'avortements qui sont évidemment très coûteux, puisque c'est une procédure assez importante pour les femmes qui choisissent cette chose-là. Donc, on montre que le pharmacien peut être extrêmement compétent, extrêmement efficace et surtout extrêmement rentable. Tout à fait. Alors, tout à fait. Et cet exemple, je crois, a permis d'aller chercher ces nouvelles activités-là. Et nous croyons fortement que celles que nous avons mises en place depuis 3 ans nous permettront d'aller en chercher d'autres. Le changement des pratiques professionnelles, des habitudes, induit partout, il induit des résistances. Quelles ont été les résistances que vous avez rencontrées, que vous avez certainement rencontrées au cours de la mise en place de ces nouvelles missions? Vous avez absolument raison. Les premiers qui ont résisté, c'est les pharmaciens eux-mêmes. Oui. Alors, parce qu'on change leurs habitudes, on rajoute du boulot et on les dérange dans leurs pantoufles. Hein. Ils sont bien, on donne le médicament, on discute avec le patient, on fait les conseils, un petit peu de suivi et voilà, ça se passe bien. Et là, vous me demandez d'aller de l'avant, de prendre plus de responsabilités, d'en faire plus, de passer plus de temps avec le patient alors que moi, j'étais bien derrière mon comptoir et je m'amusais bien. Alors oui, il a fallu les convaincre que si on ne prend pas cette direction-là, si on n'ajoute pas une valeur ajoutée à ce qu'on fait, si cette valeur ajoutée n'est pas en croissance et en développement, ben on va se faire remplacer par des guichets automatiques, par des envois postaux, par des envois Internet, etc. Il faut que cette relation avec les patients devienne de plus en plus forte. Moi, j'ai une relation extrêmement importante avec mon avocat. Il ne me passerait pas par la tête de consulter une machine ou un robot pour des conseils légaux. Il faut que ce soit pour le pharmacien exactement la même chose. Et voilà, il faut... alors, nous avons convaincu les pharmaciens de prendre le tournant. Ce qui nous a aidé dans ça, c'est qu'évidemment, il y avait des résistants, mais il y avait aussi certains leaders. Et le fait que nous, tous pharmaciens, soyons en compétition un vers l'autre, ben, ça a fait un peu que ça émule les collègues à avancer, parce que si vous le faites et le collègue de l'autre côté de la rue ne le fait pas, bien évidemment, les gens vont commencer à aller chez vous plus tôt. Alors, cette compétition, cette profession dont on doit prendre conscience, n'est pas toujours un obstacle à l'avancement, il peut même être un catalyseur à cet avancement-là. Ben, aujourd'hui, ces nouvelles activités-là sont une réalité quotidienne partout au Québec, dans toutes les pharmacies, et nous allons utiliser très certainement nos jeunes pharmaciens, nos jeunes gradués pour pousser sur les plus vieux, pour les aider aussi, parce que souvent on disait, vous les jeunes, vous avez la formation qui est à jour, vous êtes très connaissants, vous êtes frais, vous avez l'énergie. Il faut que vous vous occupiez des collègues un peu plus vieux qui sont un peu plus résistants, les convaincre, les former, les coacher. Et aujourd'hui, tous les pharmaciens font des nouvelles activités.
Après le lancement d'une opération, on passe à l'évaluation, et dans l'évaluation, il y a la réaction du citoyen, de la population, face à cette nouvelle configuration du pharmacien. Donc, quelle a été la réaction de la population 3 ans après l'application de cette loi? Ben, évidemment, il y a des patients qui préfèrent aller chez le médecin et c'est bien correct comme ça, mais la plupart des patients, je dirais au-dessus de 90 à 95% des patients, ont préféré aller à la pharmacie pour ce genre de petits problèmes-là. Ça leur a évité une consultation médicale, ça leur a sauvé du temps. Et aujourd'hui, en 2018, je suis convaincu qu'en Algérie, c'est comme au Canada, on veut sauver du temps. Et si on sauve du temps, on sauve des sous. Et si on sauve des sous, on est heureux. Parce que le patient, ce qu'il veut, c'est l'accès aux soins. Il veut avoir accès à de la compétence, de l'empathie. Il veut des résultats. Et il veut que ça se fasse le plus vite possible. Et nous, les pharmaciens, nous avons de très grands avantages. Nous sommes disponibles. Nous sommes très disponibles pour les patients. Les heures d'ouverture sont là. Les collègues de garde, etc. Nous avons la compétence. Nous avons l'empathie. Nous connaissons nos patients. Ils viennent chez nous régulièrement. Et nous avons la possibilité de rendre ce résultat désiré qui est une meilleure santé pour les gens, et ça, les gens l'apprécient énormément. Donc aujourd'hui, si on demande à la population, voulez-vous que le pharmacien en fasse plus? La réponse sera indéniablement oui. Ok, écoutez, après donc l'avis de la population, le cordon sensible, le point sensible, quelles ont été les retombées financières pour les pharmaciens propriétaires au Canada et donc qu'on appelle chez nous pharmaciens titulaires, les retombées financières? Je pourrais pas vous dire que les pharmaciens font plus de sous avec ça que la dispensation aujourd'hui. C'est pas le cas. Je pense qu'il faut comprendre que ça reste quand même encore aujourd'hui une portion relativement minime, pas minime, mais c'est 5-10% des revenus. Ce n'est pas la majorité des revenus parce qu'évidemment, le volume de dispensation demeure important et jouera toujours un très grand rôle. Je pense que ce que ça fait, c'est que ça assure une certaine protection contre les menaces externes, que ce soit la pharmacie, Internet et des choses comme ça. Fidéliser les clients chez nous, ça, c'est vraiment une valeur indéniable qui a été atteinte pour les pharmaciens et rendre le travail du pharmacien plus intéressant. Et nous-mêmes, pharmaciens, déléguer certaines tâches techniques de préparation des médicaments à nos assistants, à nos techniciens en pharmacie. Donc, toute la chaîne de travail devient plus efficace, plus intéressante pour tout le monde. Nos jeunes pharmaciens aiment faire ce genre d'activité-là, évidemment, et ça rend les employés plus loyaux, plus heureux au travail, et ça leur donne très certainement le sentiment d'aider beaucoup plus les gens qui servent. D'accord. Je pose la question parce que l'un des leviers, l'un des arguments phares pour la mise en place de ces pratiques, c'était des économies qui sont générées par les pouvoirs publics, qui ont toujours le souci continu de maintenir l'accès aux soins, bien sûr de meilleure qualité, pour les populations, et donc le rôle du pharmacien pouvait intervenir un peu dans ce sens-là, ce que disent un certain nombre de nombreuses études, dont le rapport cité au début de notre entretien, le rapport de l'OMS FIT de 2006. Alors, peut-être une dernière question. Vous avez évoqué tout à l'heure le dossier Santé Québec. Pouvez-vous nous en dire 2 mots? Nous qui sommes à l'aube d'un dossier médical électronique, un dossier électronique médical qui est en train d'être installé en phase pilote. Alors, ce dossier Santé Québec, en quoi consiste-t-il? Chez nous, le dossier pharmaceutique, il existe en pharmacie pour tous les patients depuis 1973. Alors, le pharmacien possède l'historique d'un minimum de 5 ans, mais souvent parfois plus, de tous les médicaments qu'il a servi aux patients, et il a ça dans son ordi. Cependant, là, on partage cette information-là avec le dossier Santé Québec, qui est une espèce comment je peux dire ça, de recueil d'informations pour les médecins, les dentistes
et les autres professionnels de santé ont accès à ce dossier où ils vont pouvoir tout voir la médication du patient. Nous, on va pouvoir voir les analyses de laboratoire et nous allons pouvoir voir également les rapports d'imagerie médicale. Et à mesure que ce dossier va évoluer, le dossier Santé Québec, nous irons vers plus d'informations pour plus de professionnels. Donc, éventuellement, on espère un dossier médical partagé, mais on n'en est pas encore là complètement. D'accord. Écoutez, Bertrand Bolduc, nous arrivons au terme de notre entretien. Peut-être un dernier mot? Écoutez, je vous encourage fortement à développer ces nouveaux services, à discuter avec les médecins, les rassurer, les inviter à venir nous visiter pour que nous puissions peut-être vous aider à les rassurer et d'en faire plus avec les patients parce que notre valeur est très grande pour ceux-ci et en faisant plus, nous allons les conserver et faire grandir cette très belle profession que nous partageons avec vous. Bertrand Bolduc, merci beaucoup pour cet entretien. Cher Président, je vous souhaite une excellente continuation. Donc, nous arrivons au terme de notre émission, l'invité du Pharma Group. Je vous donne rendez-vous à un prochain rendez-vous. J'espère à très bientôt. Au revoir.